Imagine cette scène, parce que c'est le fantasme américain dans toute sa puissance. Tu as 45 ans, nous sommes un mardi. Tu t'assois à la table de ta cuisine, un verre de vin à côté, ton chéquier ouvert comme un symbole de responsabilité. Et tu signes un chèque de 42 000 $. C'est le dernier morceau de ton épargne, les miettes de ton fonds d'urgence, les restes d'un petit héritage que tu avais juré de protéger. Mais sur le moment, ça fait du bien. Tu glisses le chèque dans une enveloppe, tu l'envoies à la banque et tu expires enfin, comme si tu venais de déposer un fardeau vieux de toute une vie. Tu l'as fait, tu as remboursé ton crédit immobilier. Ta maison est à toi, libre et claire. L'acte est à ton nom, une vague de soulagement te traverse. Cette nuit-là, tu dors profondément, persuadé d'avoir pris la décision financière la plus sûre, la plus intelligente, la plus adulte de ton existence. Puis avance de 6 mois. 6, tu perds ton emploi. L'économie se retourne, ton secteur se fait pulvériser. Et d'un coup, 0 revenu. Tu ouvres ton application bancaire, c'est vide. Parce que toute ta liquidité, tout ton oxygène, tu l'as envoyé à la banque pour être libre. Tu dois acheter à manger, tu dois payer l'électricité, tu dois réparer la boîte de vitesse de ta voiture. Tu regardes tes murs et tu sais qu'il y a là, piégé, 500 000 $ de valeur nette. Sauf que tu ne peux pas manger du placo. Tu ne peux pas payer un mécanicien avec une brique. Tu vas à la banque demander une ligne de crédit adossée à ta maison. Et on te rit au nez. On ne peut pas vous prêter, te disait-il. Vous n'avez pas de travail. Tu es assis sur un tas d'or et tu meurs de faim. Ça, c'est le piège de la liquidité. À force d'obséder sur l'idée d'être sans dette, tu as mathématiquement garanti ta fragilité. Tu as échangé tes options, ta souplesse, ton pouvoir de manœuvre contre une étoile dorée sur un rapport de crédit. Et ce faisant, tu as mis le feu à des centaines de milliers de dollars de richesses futures. Je m'appelle Bobby et je passe beaucoup trop de temps à disséquer les mensonges émotionnels qui nous empêchent d'optimiser notre vie financière. Si tu es du genre à envoyer 500 $ de plus chaque mois sur le principal de ton crédit immobilier pour sentir la liberté, ou si tu as un taux bas mais que tu culpabilises quand même de porter une dette, alors abonne-toi, mets un pouce bleu si ça t'aide, parce qu'aujourd'hui, on va abattre l'une des vaches sacrées des finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi rembourser son crédit immobilier plus tôt est souvent un désastre mathématique. On va voir la notion d'équité morte, la puissance de l'arbitrage par l'inflation et pourquoi garder ton crédit immobilier pour toujours pourrait, contre-intuitivement, être l'un des choix les plus sûrs que tu puisses te faire. Voilà la vérité sur le mouvement « Rembourse ton crédit le plus vite possible ». Il est piloté par l'émotion, pas par les chiffres. Il est nourri par une peur viscérale de la dette, héritée de la génération de nos grands-parents. Dans les années 1930 ou dans les années 1980, quand les taux grimpaient en double chiffre, rembourser sa dette, c'était de la survie. Si ton crédit était à 14%, le rembourser te donnait un rendement garanti de 14%, évident. Mais aujourd'hui, on vit dans une autre réalité mathématique. Même si les taux bougent, si tu es assis sur un crédit immobilier à 3, 4 ou même 5% et que tu le rembourses agressivement, tu fais en réalité un placement déguisé dans un compte épargne qui rapporte 3, 4 ou 5%. C'est ça, le rendement du remboursement anticipé, les intérêts économisés. Alors pose-toi la question, est-ce que tu bloquerais volontairement ton argent dans un compte qui rapporte 3% et qui te colle une pénalité énorme si tu veux récupérer ton capital avant la fin? Non, tu dirais, c'est un mauvais investissement. Tu dirais, je peux avoir 5% sur un fonds monétaire en ce moment. Tu mettrais cet argent sur l'indice S&P 500 qui, historiquement, tourne autour de 8 à 10%. En remboursant ton crédit, tu choisis un rendement de 3% au lieu d'un rendement de 10%. Tu acceptes un rendement inférieur sur ton capital, juste parce que le mot « dette » te met mal à l'aise. Tu paies une taxe sur la peur. Parlons maintenant d'un concept que les banques maîtrisent à la perfection, l'arbitrage. C'est comme ça qu'elles deviennent riches. Et c'est exactement comme ça que tu dois penser si tu veux construire de la richesse. Une banque emprunte ton argent via ton compte épargne à 0,5%, puis elle te le prête via un crédit immobilier à 6%. Elle garde l'écart. Cet écart, c'est son profit. Toi, tu peux faire la même chose, mais dans l'autre sens. Si tu as un crédit à 4% et que tu peux investir à 8%, l'écart de 4% devient ton profit. C'est de l'argent créé par l'effet de levier. Prenons des chiffres concrets. Disons que tu as 100 000 $ de cash en plus. Tu peux soit rembourser 100 000 $ de ton crédit à 4%, soit investir cet argent à 8%. Si tu rembourses, tu économises 4 000 $ d'intérêt par an. Si tu investis, tu gagnes 8 000 $ par an.
La différence, c'est 4 000 $ par an, un qui se capitalise encore et encore. Sur 30 ans, cette décision d'investir plutôt que de rembourser vaut des centaines de milliers de dollars. En remboursant ta maison, tu tues l'arbitrage. Tu renvoies de ton employé le plus productif, l'effet de levier, et tu décides de tout porter toi-même à main nue. Je t'entends déjà, mais Bobby, la dette c'est un risque. Et si le marché s'effondre? Et c'est là qu'on doit redéfinir ce que risque veut vraiment dire. La plupart des gens définissent le risque comme devoir de l'argent. Moi, je définis le risque comme ne pas avoir accès à l'argent. C'est l'argument du risque de liquidité. Quand tu paies du principal en plus sur ton crédit, cet argent disparaît de ta vie. Il se transforme en équité dans la maison. Et l'équité, c'est de l'argent mort. Ça ne produit aucun cash flow. Tu ne peux pas le dépenser. Il reste là, immobile, jusqu'à ce que tu vendes ou que tu empruntes dessus. Sauf que emprunter dessus devient très difficile au moment précis où tu en as le plus besoin. Les banques prêtent à ceux qui n'en ont pas besoin. Si tu perds ton emploi, si ton score de crédit s'effondre, ou si le marché immobilier se casse la figure, ton équité se retrouve piégée. Tu deviens riche en maison et pauvre en cash. Compare maintenant avec quelqu'un qui a gardé le crédit et placé l'argent supplémentaire sur un compte titre. S'il perd son job, il peut vendre une partie de ses actions. Il peut payer son crédit pendant 5 ans avec ses actifs liquides. Qui est le plus en sécurité? La personne avec une maison payée et zéro cash, ou la personne avec un crédit et 500 000 $ en banque? La personne avec du cash est plus en sécurité. Elle a des options, elle a de la piste d'atterrissage. La personne avec la maison payée a un toit, mais pas de moteur. Et au passage, même si ton crédit est terminé, tu dois toujours payer les taxes foncières. Si tu ne peux pas les payer, l'État peut te saisir la maison quand même. Donc l'idée qu'une maison payée garantit la sécurité est un mythe. Le cash garantit la sécurité. La liquidité garantit la sécurité. Rembourser ton crédit détruit la liquidité. Et ça devient encore plus fascinant quand on parle d'inflation. L'inflation est l'ennemi de l'épargnant, mais la meilleure amie du débiteur. Quand tu prends un crédit immobilier à taux fixe sur 30 ans, soit 3 décennies, tu verrouilles ton coût du logement dans le temps. Ton paiement de principal et d'intérêt ne bouge pas. Mais la valeur de la monnaie, elle, fond un peu chaque année. En 2025, tu paies peut-être 2 000 $ par mois. Ça semble énorme, peut-être un quart de ton revenu, mais en 2045, avec 3% d'inflation annuelle, ces 2 000 $ auront un pouvoir d'achat proche de 800 $ d'aujourd'hui. Ton revenu, lui, aura probablement doublé ou triplé. Tu rembourseras le prêt avec des dollars moins chers. Et dans ce deal, celui qui perd, c'est la banque. Elle t'a prêté des dollars forts en 2025 et tu la rembourses avec des dollars affaiblis en 2045. En remboursant plus tôt, tu détruis cet avantage. Tu rembourses la banque avec des dollars précieux aujourd'hui au lieu de la rembourser avec des dollars bon marché demain. Tu lui fais un cadeau. Tu devrais étirer ce prêt aussi longtemps que possible pour laisser l'inflation grignoter la valeur réelle de la dette. Ton crédit devient moins lourd chaque année, sans que tu fasses quoi que ce soit. Parlons maintenant du coût d'opportunité, la richesse invisible que tu ne verras jamais, parce que tu l'as sacrifiée. Imaginons un paiement de crédit de 2 000 $ par mois et tu décides d'ajouter 1 000 $ par mois pour le terminer en 15 ans au lieu de 30. Tu te sens vertueux, tu te sens propre. Comme si un certain gourou de la finance te donnerait une médaille. Mais simulons l'alternative. Si tu prenais ces 1 000 $ par mois et que tu les investissais dans un fonds indiciel à faible coût lié au S&P 500 pendant ces mêmes 15 ans, en supposant un rendement historique de 10%, tu obtiendrais environ 400 000 $. Et attends, tu continues. Parce que tu n'as pas remboursé la maison, tu gardes le crédit sur 30 ans. Tu continues d'investir ces 1 000 $ par mois pendant encore 15 ans. Au bout de 30 ans, ton portefeuille d'investissement approche les 2 millions de dollars. Pendant ce temps, la personne responsable qui a remboursé tôt à une maison payée, qui vaut peut-être 800 000 $ et zéro portefeuille d'investissement. Et l'appréciation de la maison arrive de toute façon, crédit ou pas. Le crédit ne crée pas la hausse, il finance l'accès. Résultat, la différence de patrimoine dépasse 1 million. Ta course au remboursement t'a coûté 1 million. C'est le prix de ton paix intérieur. Et c'est un luxe très cher. Et voici le détail psychologique que la plupart des gens ratent. On croit qu'une maison payée débloque la liberté. On se dit, quand ce sera fini, j'investirai enfin. Mais la vie arrive, la loi de Parkinson s'installe. Tes dépenses gonflent pour remplir l'espace disponible. Quand tu n'as plus de mensualité, tu ne mets pas toujours cet argent en investissement. Tu améliores ton style de vie. Tu changes de voiture, tu prends des vacances plus chères, tu absorbes le surplus.
À l'inverse, garder le crédit impose une discipline forcée. Tu dois budgéter la mensualité, ce qui maintient ta consommation sous contrôle et te permet d'investir volontairement ailleurs. Et il y a un autre point que peu de gens aiment entendre. Une maison totalement payée peut devenir une cible plus attractive en cas de poursuite. Si quelqu'un te poursuit et que tu as 100% d'équité, c'est un gros actif à attaquer. Si tu as un crédit sur une grande partie de la valeur, l'équité disponible est plus faible. La banque possède techniquement une grosse portion, ce qui peut agir comme une forme de protection. Tu peux paraître pauvre sur le papier, dette élevée, tout en gardant ta vraie richesse liquide et discrète sur des comptes d'investissement. On doit aussi parler des impôts, même si le paysage a changé. Avant, la déduction des intérêts de crédit était un argument massif. Avec la déduction standard plus élevée, en 2025, moins de gens détaillent leurs déductions. Donc je ne base même pas mon raisonnement sur l'avantage fiscal. Même sans ça, l'arbitrage et la liquidité gagnent. Mais si tu détailles tes déductions, l'État subventionne indirectement ton taux. Si ton taux est à 4% et que tu es dans une tranche à 25%, ton taux effectif peut tomber autour de 3%, ce qui rend le maintien de la dette encore plus rentable. Je sais déjà ce que tu vas dire. Bobby, tu oublies le risque. Et si le marché stagne pendant 10 ans? Et si je prends ma retraite et que je ne peux plus payer? Ce sont des peurs valides, mais elles se gèrent avec un coussin de liquidité. Souviens-toi, dans le scénario où tu investis, tu construis une montagne de cash liquide à côté. Cette montagne, c'est ta sécurité. Si le marché est plat, tu as toujours le capital. Si tu prends ta retraite, tu peux utiliser les revenus de tes investissements pour payer la mensualité. Tu peux créer ton propre remboursement synthétique. Si tu as 500 000 $ investis qui génèrent 4% de dividendes, ça fait 20 000 $ par an, qui peuvent payer ton crédit à ta place. Tu es mathématiquement sans dette, parce que tes actifs couvrent ton passif, tout en gardant le contrôle du principal. Ça, c'est la vraie indépendance financière. Donner le principal à la banque, c'est perdre le contrôle. C'est demander la permission de vivre dans ta propre maison. La seule fois, et je dis bien la seule fois, où rembourser un crédit immobilier plutôt a du sens, c'est quand le taux est nettement supérieur à ce que tu peux espérer gagner ailleurs. Si tu as un crédit à 8 ou 9% dans un environnement de taux élevés, alors oui, rembourser te donne un rendement garanti de 9% et ça peut battre le marché. Ou si tu sais que tu n'es pas capable d'épargner, si tu sais que sans ce paiement, tu vas tout dépenser en gadgets et en caprices, alors rembourser peut servir de compte d'épargne forcé pour l'indiscipliné. Mais si tu regardes cette chaîne, je pars du principe que tu veux optimiser, que tu as de la discipline. Pour l'investisseur discipliné, une dette immobilière à faible taux est un actif, un vestige d'une ère de taux bas qu'on ne reverra peut-être pas. La rembourser vite, c'est détruire un instrument financier précieux. C'est jeter un prêt sous le marché qui te permet d'amplifier ta richesse tout en gardant ta liquidité. Ça demande un changement d'identité. Tu dois arrêter de voir la dette comme un péché. La dette est un outil. Les entreprises utilisent la dette. Les gouvernements utilisent la dette. Les riches utilisent la dette. Ils l'utilisent pour amplifier les rendements. Ils l'utilisent pour rester liquide. Seule la classe moyenne est éduquée à croire que la dette est le mal. On nous apprend à courir vers zéro. Mais zéro peut être un endroit dangereux. Zéro levier, c'est zéro amplification. Zéro liquidité, c'est zéro option. Alors voici l'étape concrète. Arrête de payer en extra. Prends ces 200, 500 ou 1000 $ que tu envoies en plus chaque mois au crédit. Ouvre un compte d'investissement séparé. Appelle-le ton fonds de liberté. Programme un virement automatique du même montant vers un fonds indiciel du S&P 500. Regarde ce compte grandir. Dans 10 ans, compare son solde aux intérêts que tu aurais économisés en remboursant plus vite. Tu verras les maths de tes propres yeux. Tu verras que tu es plus riche de dizaines de milliers de dollars. Et surtout, si une urgence arrive demain, tu peux accéder à cet argent. Tu ne peux pas récupérer le paiement supplémentaire envoyé à la banque le mois dernier. Cet argent est parti. On doit arrêter d'optimiser pour dormir bien, sur une logique dépassée. Et commencer à dormir bien parce qu'on a une forteresse de liquidité capable d'encaisser n'importe quelle crise. Une maison payée, c'est un trophée. Un portefeuille d'investissement massif, c'est une armée. Moi, je préfère l'armée. Si cette vidéo t'a fait hésiter avant d'envoyer ce paiement de principal en plus, partage-la à un ami obsédé par l'idée d'être dette zéro. Aide-le à voir les maths. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.